Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission depuis Washington. Au sommaire cette semaine, plusieurs dossiers majeurs de l'actualité internationale. Tout d'abord, les tensions croissantes autour du Groenland, où le fossé ne cesse de s'élargir entre les États-Unis et l'Europe. La réaction de l'Union européenne qui affiche une position unie face aux pressions et menaces américaines. En Iran, une vague de manifestations sur fond de dégradation accélérée des relations entre Washington et Téhéran. Enfin, un éclairage sur le soft power avec la Cannes 2025 au Maroc, présentée comme un levier stratégique de consolidation de la diplomatie sportive. Bonjour à toutes et à tous. Ouvrons cette analyse par une escalade des tensions transatlantiques longtemps jugées improbables entre les États-Unis et leurs alliés européens autour de la question du Groenland. Ce qui relevait à l'origine d'échanges diplomatiques discrets s'est progressivement transformé en controverse ouverte, mettant en lumière des enjeux fondamentaux liés à la souveraineté, à la compétition stratégique dans l'Arctique et plus largement à l'avenir de la cohésion de l'Alliance occidentale. Longtemps considéré comme un territoire marginal, le Groenland s'impose aujourd'hui comme un espace clé dans la rivalité mondiale pour la sécurité, l'accès aux ressources naturelles et l'influence géopolitique. Cette centralité nouvelle a été renforcée par les menaces publiques de sanctions formulées par le président Donald Trump à l'encontre de l'Europe. Au-delà d'un simple différend politique, cette séquence révèle une évolution plus profonde de la doctrine diplomatique américaine. Elle traduit un éloignement progressif des logiques de consensus et du multilatéralisme au profit d'une approche fondée sur le rapport de force et la négociation transactionnelle. De l'Arctique à l'Europe, puis au Moyen-Orient, ces dynamiques ne peuvent être analysées séparément. Elles s'inscrivent dans une recomposition de l'ordre international marquée par le retour en force de la puissance, la fragilisation des alliances traditionnelles et l'impact concret de chaque choix stratégique. C'est précisément la portée et la signification de ces transformations que nous analysons aujourd'hui dans cet épisode. Alors pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir Norman Rule, ancien haut responsable de la CIA, fort de plus de 34 années de service, plusieurs fois décoré pour ses contributions au renseignement national et aujourd'hui conseiller principal en politique publique, sécurité et énergie. À ses côtés, Bill Michael, ancien professeur aux universités du Maryland et de George Washington, spécialiste reconnu de la politique étrangère américaine et des dynamiques démocratiques dans le monde arabe. La seconde partie de l'émission sera consacrée à un entretien avec la docteure Ramesh Seperad, écrivaine et chercheuse américaine d'origine iranienne. Elle est professeure d'études moyen-orientales à l'Université de Baltimore et présidente du conseil consultatif de l'Organisation des Américains d'origine iranienne. Et comme chaque semaine, nous retrouvons également Chris Lapetina, notre chroniqueur et directeur de Focus Consulting, stratège politique, collaborant étroitement avec le Parti démocrate. Alors avant d'ouvrir le débat, retrouvons tout de suite notre correspondante Shourouk Diab pour son compte-rendu. Bonjour Shourouk, la parole est à vous. Bonjour Marc, bonjour chers téléspectateurs. L'une des questions les plus délicates et les plus controversées des relations transatlantiques refait aujourd'hui surface. Elle concerne cette fois le Groenland, territoire longtemps relégué aux marges de l'Arctique, mais désormais érigé en épicentre d'un différend politique et stratégique, opposant l'administration du président américain Donald Trump aux États membres de l'Union européenne. La controverse a émergé lorsque l'administration Trump a ravivé l'idée d'un renforcement du contrôle américain sur l'île, évoquant tour à tour une éventuelle acquisition ou l'instauration d'une influence stratégique accrue au nom de la protection de la sécurité nationale des États-Unis et de la nécessité de contenir l'expansion russe et chinoise dans l'espace arctique. Ces prises de position jugées sans précédent en Europe ont provoqué une vive indignation, en particulier au Danemark, qui réaffirme sa souveraineté sur le territoire malgré l'autonomie étendue dont jouit le Groenland. L'Union européenne a rapidement fait savoir sa position commune, rappelant avec fermeté que le Groenland ne saurait être assimilé à une autre marchandise et que toute réflexion sur son avenir doit impérativement s'inscrire dans le respect de la souveraineté et du droit international. Bruxelles a souligné que l'initiative américaine contrevient au fondement même du partenariat stratégique euro-américain patiemment construit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
De son côté, l'administration Trump considère le Groenland comme un maillon clé du dispositif de défense septentrional des États-Unis, en raison de ses ressources naturelles stratégiques, de sa position géographique reliant l'Amérique du Nord à l'Europe, ainsi que de la présence historique de bases militaires américaines sur l'île. Cette lecture illustre une diplomatie résolument réaliste, privilégiant le rapport de force et des alliances fondées sur des intérêts convergents, plutôt que sur des héritages historiques ou des considérations symboliques. Les tensions ne se sont pas cantonnées aux déclarations officielles et se sont également invitées au sein de l'OTAN, où plusieurs partenaires européens ont exprimé leurs inquiétudes quant au risque d'un affaiblissement de la cohésion occidentale face à des enjeux sécuritaires croissants, notamment dans la région arctique. Retour à vous, Marc. Merci Shorrock pour cette synthèse éclairante qui met en perspective les enjeux essentiels de notre discussion. Entrons maintenant au cœur du sujet avec vous, Chris. Le Groenland est-il réellement une priorité stratégique pour l'administration Trump ou s'agit-il plutôt d'une manœuvre destinée à tester la capacité de l'Europe à résister aux pressions politiques? Merci Marc pour cette invitation et nul doute que cet épisode sera une fois encore particulièrement enrichissant. Pour ouvrir cette discussion consacrée au Groenland, je tiens à souligner que nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir des intervenants parmi les plus compétents et les mieux informés au paysage médiatique de Washington. Leur expertise nous permettra de mieux comprendre la politique des États-Unis à l'égard du Groenland, ainsi que la vision du président Donald Trump sur cette question. Pour ma part, j'aimerais aborder ce sujet du point de vue de l'Amérique lambda, lorsqu'il est confronté à cette avalanche d'informations concernant le Groenland. Sa première interrogation est souvent très simple. Où se situe exactement le Groenland et qu'est-ce que le Groenland ? La réalité est que nombre d'Américains n'en ont jamais entendu parler et que ceux qui en ont une vague connaissance en savent bien peu. Une seconde question s'impose alors, de manière tout aussi légitime, face aux difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés de nombreux citoyens, notamment la hausse du coût de la vie. En quoi ce débat sur le Groenland est-il susceptible d'améliorer leur situation? Quelle en est la logique concrète? Dans un premier temps, l'administration Trump a tenté de présenter le Groenland sous l'angle de la sécurité nationale, en insistant sur la nécessité d'en assurer le contrôle stratégique, constatant sans doute que cet argument peinait à convaincre. Elle a ensuite déplacé le discours vers l'enjeu des ressources naturelles. Norman, pourquoi le Groenland est-il devenu une région stratégique vitale dans le paysage géopolitique d'aujourd'hui? Faisons abstraction des considérations historiques et examinons cette question à travers le prisme de l'administration du président Trump. Le Groenland a de longue date occupé une place stratégique dans la réflexion géopolitique américaine, au point que l'hypothèse de son acquisition auprès du Danemark avait déjà été évoquée à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Il ne s'agit donc nullement d'une idée récente. La réactivation de cet intérêt s'explique aujourd'hui principalement par deux facteurs majeurs. D'une part, les voies maritimes entourant le Groenland constituent des axes permettant aux sous-marins russes d'accéder à la côte est des États-Unis. Historiquement, la sécurisation de ces passages reposait sur la coopération avec les alliés de l'OTAN. D'autre part, le territoire groenlandais se situe sur une trajectoire potentielle par laquelle des missiles hostiles pourraient atteindre le sol américain. Jusqu'à présent, cette problématique a été traitée dans un cadre multilatéral en partenariat avec l'OTAN. Toutefois, selon l'administration Trump, bien que cette coopération puisse se poursuivre formellement, son financement repose en grande partie sur les États-Unis. Dans cette perspective, l'idée d'un contrôle et d'une administration directe du Groenland par Washington apparaît à ses yeux comme une option plus rationnelle. Il convient également de souligner qu'à la veille de cette année, la présence militaire européenne sur l'île demeurait très limitée. Quelques centaines de soldats, 2 appareils aériens, quelques navires de patrouille et une unité de surveillance mobile. Bill, que révèle cette séquence sur la réalité de la souveraineté européenne et sur la nature des pressions exercées par l'administration Trump sur ses alliés traditionnels, au point d'en fragiliser les équilibres et plus largement, quels effets ces tensions produisent-elles aujourd'hui sur la cohésion et la solidité de l'alliance transatlantique?
Écoutez, la souveraineté implique l'exercice d'un contrôle, mais elle demeure pour tout État encadrée par des limites objectives. Dans cette perspective, le différend autour de l'île du Groenland relève davantage d'une confrontation stratégique que d'un véritable changement d'orientation géopolitique. À l'inverse, la situation en Ukraine constitue un basculement stratégique majeur, révélateur d'une menace potentielle directe. Les pays européens se trouvent ainsi exposés à des risques réels. S'agissant du Groenland, le débat porte surtout sur l'ampleur que cette crise pourrait atteindre et il est raisonnable de penser qu'elle pourra, d'une manière ou d'une autre, être contenue. Certes, l'épisode a fragilisé les relations euro-américaines, mais le lien au sein de l'OTAN demeure solide et profondément ancré dans l'histoire. Comme l'a rappelé Norman, l'expérience passée offre plusieurs précédents. Les pressions exercées par les sénateurs Mike Mansfield et Sam Nunn pour inciter l'Europe à accroître son effort de défense, la résolution du conflit autour du gazoduc sibérien sous la présidence Reagan ou encore le différend lié à l'invasion de Chypre au début des années 1970 entre la Turquie et la Grèce. Chacune de ces crises transatlantiques a fini par trouver une issue. Toutefois, les menaces auxquelles l'Europe est aujourd'hui confrontée apparaissent avec une particulière netteté, ce qui impose au continent de renforcer ses capacités de défense. La vision portée par Donald Trump repose sur l'idée que l'Europe représente un enjeu stratégique majeur, politiquement fragmenté et affecté par une forme de faiblesse structurelle. Se pose dès lors la question de sa capacité à fédérer ses forces et à faire face aux États-Unis avec une position claire et unifiée. Les prochains jours et semaines permettront d'observer la réponse européenne à ce défi. Norman, plaçons-nous un instant au cœur des discussions à l'OTAN, autour de la table, réunissant le représentant américain et les délégations des pays alliés. Dans ce contexte, comment les États membres s'efforcent-ils de bâtir une stratégie opérationnelle face à la Russie en Ukraine, tout en devant intégrer en parallèle le nouveau paramètre stratégique que représente le dossier du Groenland? Cette superposition de priorités est-elle de nature à accroître la vulnérabilité collective de l'Alliance? Concrètement, quel rapport de force, quelle dynamique et quels arbitrages dominent aujourd'hui ces réunions de planification stratégique? Des tensions politiques surgiront inévitablement, mais les échanges se déroulent entre professionnels aguerris. Ayant moi-même participé à ce type de réunion, j'ai souvent constaté que les discussions évoluent rapidement vers la reconnaissance d'un environnement stratégique profondément transformé. L'attention se recentre alors sur les priorités concrètes telles que l'Ukraine, la lutte contre le terrorisme et l'ensemble des défis sécuritaires actuels. Il convient de laisser les différents politiques aux responsables politiques et d'aborder ces enjeux avec pragmatisme et professionnalisme. Je n'ai jamais observé de fracture au sein de ces cercles d'experts, sauf lorsque des orientations politiques venaient explicitement restreindre le degré de coopération possible. Une situation qui, jusqu'à présent, ne s'est jamais produite au sein de l'OTAN, de la part d'un État membre. Bill, pouvez-vous nous offrir une mise en perspective historique de cette séquence? Avons-nous affaire à une tension passagère ou une recomposition durable des équilibres de pouvoir au sein de l'espace transatlantique? Et à votre sens, quelle issue pourrait se dessiner pour désamorcer le différend autour du Groenland sous la forme d'un compromis politiquement acceptable à la fois pour l'administration Trump et pour les partenaires européens? Non, il ne s'agit pas d'un changement structurel. Pour l'Europe, les États-Unis constituent un vaste ensemble continental. Si Washington venait à prendre quelques distances, l'Europe et l'Amérique demeureraient néanmoins deux entités distinctes, porteuses d'identités propres, capables de coopérer dans de nombreux domaines. À ce titre, le lien transatlantique transcende les différends conjoncturels car Européens et Américains sont conscients du rôle respectif que chacun est appelé à jouer sur la scène internationale. Le seul point de friction actuel concerne l'île du Groenland, mais des marges d'entente existent sur d'autres dossiers. Certes, il n'existe pas de consensus stratégique pleinement établi entre les États-Unis et l'Europe. Toutefois, de multiples intérêts communs continuent de rapprocher les deux parties.
Le président Donald Trump privilégie une approche fondée sur la démonstration de la puissance américaine au détriment de l'influence dite douce. Or, l'Europe peine à faire valoir une capacité comparable, en raison de son retard persistant dans le renforcement de ses moyens militaires. Cette fragilité, notamment en matière de défense commune, pourtant pilier de l'Alliance occidentale, explique en partie les tensions actuelles, mais elle plaide également en faveur d'une désescalade à terme. Dans cette optique, une option pragmatique pour le président Trump pourrait consister à s'inspirer du précédent britannique de la Compagnie des Indes orientales qui permit à Londres d'étendre son influence tout en consolidant sa présence stratégique dans le sous-continent indien. La création d'une entité économique américaine chargée de superviser divers secteurs clés du Groenland, des ressources énergétiques à la sécurité en passant par les pêcheries, pourrait répondre aux objectifs de Washington tout en respectant le principe d'autodétermination défendu par les Européens et par le peuple danois dans le cadre des discussions sur l'avenir de l'île. Alors avant de poursuivre notre discussion, je vous propose de faire un détour par un article récemment publié par The Guardian intitulé « Le choc des tarifs douaniers de Trump ». Ce texte met en lumière les limites, voire l'échec de la stratégie européenne fondée sur l'apaisement et la flatterie. Alors prenons un instant pour en analyser les principaux enseignements. نشرت جريدة الجارديان مقالا تحت عنوان Le quotidien The Guardian a récemment publié un article intitulé « Le choc des tarifs douaniers de Trump révèle l'échec de la stratégie européenne fondée sur la flatterie et l'apaisement ». Rédigé par Jennifer Rankin depuis Bruxelles, ce texte analyse les mutations profondes à l'œuvre dans les relations transatlantiques, dans un contexte marqué par les menaces du président américain d'imposer des droits de douane aux pays européens soutenant le Groenland. L'annonce selon laquelle ces États seraient soumis à des sanctions commerciales à moins d'accepter la cession du territoire aux États-Unis a porté un nouveau coup à l'alliance transatlantique, ébranlant l'idée même de Washington comme partenaire fiable de l'Europe. L'auteur critique notamment l'accord commercial conclu entre la présidente de la Commission européenne et l'administration Trump, qu'elle présente comme un geste de soumission politique. Après avoir longtemps revendiqué sa puissance commerciale, l'Union européenne a levé certains droits de douane sur des produits américains tout en acceptant le maintien des tarifs élevés sur ses propres exportations. L'article souligne également que le pari tacite de l'Europe consistait à préserver le soutien américain à l'Ukraine, ce qui a conduit les dirigeants européens à éviter toute confrontation publique avec Donald Trump. La dépendance persistante de l'Europe à l'égard des États-Unis en matière de sécurité rend ainsi la situation particulièrement délicate, explique la réticence des responsables politiques à critiquer ouvertement Washington ou à exposer cette vulnérabilité à leurs opinions publiques. Toutefois, selon The Guardian, les menaces américaines pourraient avoir conduit l'Union européenne à un point de rupture, comme en témoigne la multiplication des appels en faveur de l'activation de l'instrument de lutte contre la coercition économique, malgré la complexité et la lenteur de ce mécanisme. Accepter une cession forcée d'un territoire relevant d'un État européen enverrait selon le journal un signal désastreux quant au rôle géopolitique de l'Union et minerait son engagement à défendre la souveraineté des États. L'article conclut enfin que les semaines à venir seront décisives pour déterminer si l'Union européenne persistera dans une logique d'apaisement ou optera pour une posture plus ferme à un moment présenté comme charnière dans l'histoire des relations transatlantiques. La semaine écoulée à Davos, marquée par la présence de nombreux dirigeants européens et surtout par celle du président Trump, s'est révélée particulièrement riche d'enseignements. Norman, revenons sur ces éléments et sur les points que vous évoquiez précédemment. Les défis sécuritaires posés par l'activité des sous-marins russes dans un Arctique rendu plus accessible par la fonte des glaces, l'enjeu stratégique des terres rares ainsi que la montée en puissance de la concurrence avec la Chine et d'autres puissances rivales des États-Unis. Pouvez-vous nous éclairer sur ces dynamiques et nous expliquer pourquoi Donald Trump semble accorder une importance aussi stratégique à l'obtention d'un accès privilégié, voire d'un contrôle renforcé sur le Groenland?
Si l'on examine la position de l'administration Trump, on constate un profond scepticisme quant à la capacité de l'Europe à assurer sa propre défense. Comme Bill l'a souligné et comme l'ont montré les 3 dernières années, l'engagement européen dans le dossier ukrainien n'a guère été à la hauteur des attentes. Du point de vue de Washington, garantir durablement la sécurité des États-Unis face à leur adversaire historique impliquerait un contrôle renforcé, voire total du Groenland. On peut adhérer ou non à ce raisonnement. Il n'en demeure pas moins que Woodrow Wilson avait déjà mobilisé une logique comparable en 1917 pour justifier l'acquisition des îles Vierges auprès du Danemark. Aujourd'hui, le président Trump s'inscrit dans cette même tradition stratégique, bien que dans un contexte et sur un espace géographique différent. Sans chercher à prendre parti, il convient néanmoins de s'interroger sur la faiblesse du dispositif européen en Groenland. Malgré les déclarations appuyées du président Trump à propos de l'île, la présence européenne y demeure extrêmement limitée. Quelques forces dispersées, de rares navires de patrouille. À ce jour, tel est l'essentiel de l'engagement concret des pays européens sur ce territoire. Chris, prolongeons l'analyse à partir des éléments avancés par Norman. Les Européens semblent avoir tardé à mesurer la portée des avertissements de Donald Trump, qui les mettait en garde contre le risque d'être entraînés, directement ou indirectement, dans une confrontation avec Vladimir Poutine, impliquant inévitablement une hausse significative des budgets et des capacités de défense. Face à ces enjeux, l'Europe paraît adopter une attitude prudente, voire attentiste. À l'inverse, Donald Trump se présente comme un dirigeant résolument tourné vers l'action. Il cherche à accélérer cette dynamique, mais cette focalisation sur les dossiers géopolitiques donne le sentiment qu'il consacre l'essentiel de son énergie à des théâtres extérieurs, parfois éloignés des préoccupations quotidiennes des Américains, telles que le pouvoir d'achat ou le coût de la vie. Vers où cette orientation le conduit-elle alors qu'il investit autant de temps et de capital politique dans des enjeux internationaux qui suscitent un intérêt limité dans l'opinion publique américaine ? Bon, à Washington, il existe le sentiment que les Européens privilégient avant tout une approche fondée sur le respect des normes internationales, telles qu'elles ont été invoquées dans le cadre du conflit ukrainien. Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche convaincu qu'il pourrait régler cette crise rapidement et se voit comme un fin connaisseur de la diplomatie mondiale et des relations internationales, en particulier dans sa lecture de Vladimir Poutine et des dirigeants autoritaires. Or, cette ambition s'est heurtée à l'échec, dont les Européens sont pleinement conscients. Par ailleurs, ces derniers soutiennent que toute initiative américaine visant à renforcer la sécurité régionale est en soi bienvenue. Une base militaire existe déjà sur place et continue, selon toute vraisemblance, d'opérer, laquelle peut être étendue, modernisée et développée avec leur accord. Cette réalité affaiblit l'argument selon lequel la protection du Groenland serait impossible sans en détenir la souveraineté. Les Européens opposent ainsi des considérations rationnelles aux initiatives perçues comme hostiles de Donald Trump à l'égard de l'île. Enfin, un élément essentiel mérite d'être souligné. En lien direct avec l'économie américaine, l'hypothèse d'une escalade tarifaire et d'un durcissement des relations commerciales avec les partenaires européens risquerait de les inciter à se tourner davantage vers la Chine. Norman, penchons-nous à présent sur la dimension du renseignement et les enjeux sensibles qu'elle implique. Les États-Unis entretiennent des échanges particulièrement étroits d'informations stratégiques avec des partenaires clés comme le Danemark, la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Dans ce contexte, les prises de position publiques de certains responsables politiques sur la gravité de la situation sont-elles susceptibles de placer Washington dans une posture délicate vis-à-vis de ses alliés ? Il convient de rappeler plusieurs éléments essentiels. En premier lieu, l'Europe demeure un allié sécuritaire majeur des États-Unis. Elle peut d'ailleurs faire valoir l'augmentation progressive de ses dépenses de défense au cours des dernières années. Même si cette évolution ne s'est pas toujours traduite par un accroissement significatif des effectifs ou des capacités conventionnelles, un point régulièrement critiqué par l'administration Trump. En matière de production d'armement de haute technologie, l'Europe accuse encore un retard notable. S'agissant du Groenland, les États-Unis disposent actuellement d'une base militaire de taille modeste, accueillant environ 200 soldats américains, bien que ce site ait par le passé hébergé des effectifs bien plus importants, atteignant parfois 10 à 12 000 militaires.
La position américaine repose sur un constat historique. L'Europe a longtemps accepté la présence massive de troupes américaines ainsi que des investissements de plusieurs milliards de dollars dans des infrastructures militaires. Aujourd'hui, l'administration Trump affirme que Washington ne poursuivra cet engagement à ce niveau que dans l'hypothèse d'un contrôle américain du Groenland, tout en se déclarant disposée à maintenir ces investissements. À défaut, elle estime que l'Europe devrait assumer seule le déploiement des forces nécessaires à la sécurisation du territoire. Bien, merci Norman Rule. Nous allons maintenant marquer une courte pause, puis nous reviendrons. Restez avec nous. And we'll be right back. Please stay with us. Nous voici de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Abordons maintenant le dossier iranien, marqué par une montée des pressions et une incertitude croissante quant aux orientations que pourrait adopter Washington. Le président Trump a opté pour une ligne de fermeté à l'égard de Téhéran, combinant avertissements publics, durcissement des sanctions économiques et signaux explicites, laissant entrevoir un possible recours à la force si l'Iran venait à franchir les lignes rouges définies par les États-Unis. Au cœur de cette confrontation se posent des questions essentielles. Quels sont, in fine, les objectifs poursuivis par Washington? S'agit-il prioritairement d'endiguer les ambitions nucléaires iraniennes ou bien de réduire l'influence régionale de l'Iran et de contenir les activités jugées déstabilisatrices au Moyen-Orient? Cette stratégie de pression maximale soulève également de lourdes interrogations. Jusqu'où le régime iranien peut-il résister à la convergence des tensions internes, de contraintes économiques sévères et d'un isolement international de plus en plus marqué? Et sur ce dossier, les États-Unis et leurs partenaires européens restent-ils véritablement alignés? Les dirigeants européens privilégient pour leur part la voie diplomatique et la désescalade. Ils mettent en garde contre une option militaire qui risquerait de provoquer un conflit régional élargi aux répercussions bien au-delà des frontières iraniennes. Pour le Maroc, ces enjeux dépassent le simple cadre du débat théorique. Le Royaume a constamment défendu l'idée qu'une stabilité durable repose sur la diplomatie, la crédibilité et un leadership responsable, plutôt que sur l'escalade et la confrontation. En tant que partenaire fiable à la croisée de l'Afrique, de l'Europe et du Moyen-Orient, la position marocaine reflète une réalité stratégique fondamentale. Une pression dépourvue de perspectives politiques conduit rarement à une stabilité pérenne. Les implications sécuritaires de l'évolution du dossier iranien ne se limiteront d'ailleurs pas au Golfe, mais pourraient s'étendre à l'Afrique du Nord, notamment à travers des enjeux énergétiques, migratoires et de stabilité régionale. La complexité de la situation est renforcée par le fait que la Russie et la Chine considèrent toutes deux l'Iran comme un partenaire stratégique et un acteur clé dans leur contestation plus large de l'influence américaine. Dans ce contexte de pression multilatérale accrue, la trajectoire que choisira Téhéran et les conséquences qui en découleront demeurent profondément incertaines. Alors avant de retrouver nos invités, donnons tout de suite la parole à notre correspondant à la Maison-Blanche, Adel Dessouky, pour un reportage consacré aux derniers développements du dossier iranien. L'Iran revient une fois de plus au premier plan de la politique étrangère américaine dans un contexte marqué par l'intensification de la rhétorique de l'administration du président Donald Trump et par des signes de plus en plus nets annonçant une nouvelle phase de pression politique, économique, voire sécuritaire à l'encontre de Téhéran. À Washington, l'Iran est perçu comme un facteur majeur d'instabilité au Moyen-Orient. En conséquence, la stratégie américaine ne se limite plus au seul dossier nucléaire, mais vise également à contenir l'influence régionale iranienne. Parallèlement, la République islamique fait face à des tensions internes croissantes, illustrées par la dépréciation de sa monnaie, la flambée de l'inflation et l'émergence de mouvements de protestation sporadiques révélateurs d'un mécontentement populaire grandissant. L'administration Trump mise sur l'effet cumulatif des pressions économiques, politiques et psychologiques pour contraindre le régime iranien à accepter de nouvelles négociations assorties de conditions plus strictes.
De son côté, Téhéran dispose de leviers de riposte potentiellement périlleux, notamment sa capacité à perturber la sécurité de la navigation dans le Golfe et à mobiliser ses alliés régionaux afin d'accroître le coût de toute escalade militaire. Ces facteurs rendent toute confrontation directe particulièrement risquée, non seulement pour la stabilité régionale, mais également pour l'équilibre de l'économie mondiale. Quant aux perspectives à court terme, elles peuvent être envisagées à travers 3 scénarios principaux. Le premier consiste en la poursuite d'un régime de sanctions rigoureux sans basculement immédiat vers un affrontement militaire. Le second repose sur une escalade limitée et maîtrisée, pouvant prendre la forme de frappes dissuasives ou des démonstrations de force ciblées. Le troisième scénario, le moins probable mais le plus périlleux, serait celui d'une confrontation élargie, susceptible d'être déclenchée par des erreurs d'appréciation ou par des évolutions imprévues sur le terrain. La stratégie de l'administration Trump à l'égard de l'Iran s'articule autour d'un subtil équilibre entre dissuasion, pression multiforme et menace explicite. Il s'agit toutefois d'une approche hautement périlleuse qui maintient l'ensemble de la région dans une attente fébrile, suspendue aux prochaines décisions de Washington ou de Téhéran. Dès lors, une interrogation demeure, laquelle des deux parties prendra l'initiative au premier. Adel Dessouqi, en direct devant la Maison-Blanche, Médian TV, Washington. Très bien, merci à Adel. Alors Norman Rule, au regard de votre expérience opérationnelle dans le domaine du renseignement, dans quelle mesure les évolutions que nous observons aujourd'hui vous paraissent-elles concrètes et durables? La politique américaine à l'égard de l'Iran est-elle entrée dans une phase plus conflictuelle ou s'inscrit-elle plutôt dans une stratégie de dissuasion soigneusement calibrée destinée par Trump à contraindre Téhéran à fléchir sa posture? Les développements consécutifs aux manifestations qui ont traversé l'Iran ainsi que la répression sévère exercée à l'encontre des protestataires ont contribué à accentuer les tensions avec l'administration du président Trump. Toutefois, celle-ci semble être restée fidèle aux orientations définies dans la stratégie de sécurité nationale publiée en décembre dernier, notamment en ce qui concerne son approche du Moyen-Orient. Washington demeure ainsi résolument engagé dans l'objectif de priver l'Iran de ses capacités nucléaires, de neutraliser son potentiel balistique, en particulier sa faculté de développer des missiles balistiques intercontinentaux, et de mettre un terme à ses interventions régionales. Dans les jours à venir, une réévaluation globale de la situation pourrait intervenir. Selon l'évolution du contexte interne iranien, la probabilité d'un affrontement entre les États-Unis et l'Iran demeure élevée. Un scénario susceptible d'entraîner des conséquences difficilement prévisibles. Parmi les scénarios évoqués figure celui d'un éventuel renversement du régime des mollahs à Téhéran. Une telle hypothèse vous paraît-elle réellement crédible? Et si tel est le cas, quel acteur serait susceptible d'émerger à la tête de l'opposition? L'armée régulière, le corps des gardiens de la Révolution? Ou assisterait-on plutôt à une fragmentation du pouvoir, ouvrant la voie à une phase de grande instabilité? Dans ces conditions, quelle issue pourrait-on raisonnablement envisager? À mon sens, ceux qui mettront fin au régime iranien seront avant tout les Iraniens eux-mêmes. Et j'espère que Washington ajustera sa position en fonction des réalités observées sur le terrain. Les propos du président Trump affirmant que le leadership devait émerger de l'intérieur du pays ont paru encourageants, car c'est précisément dans cette direction que devrait s'inscrire notre approche. S'agissant de la période post-régime et des risques de désordre, il est essentiel de soutenir et de reconnaître politiquement la direction qui naîtra des dynamiques internes. La réalité est que des citoyens risquent aujourd'hui leur vie dans les rues en scandant « à bas le dictateur et mort à Khamenei ». La question de la succession est donc cruciale. À mon avis, elle ne saurait être incarnée par un dirigeant imposé de l'extérieur, pas plus qu'elle ne passera par Reza Pahlavi, qui tente de s'imposer à travers des campagnes médiatiques. Le leadership ne se construit ni par des pétitions en ligne, ni par des phénomènes de mode, mais doit prendre racine au sein même de la société iranienne. Or, ce dernier ne bénéficie pas du soutien populaire. Des slogans entendus en Iran résument d'ailleurs clairement cette position « à bas le dictateur », qu'il s'agisse du Shah ou des mollahs. Ce qui me paraît particulièrement significatif, c'est la résolution numéro 166, adoptée à la Chambre des représentants avec un large soutien bipartisan.
laquelle appuie le plan en 10 points présenté par Mariam Rajavi. Chris Lapetina, la question du soutien à ces mouvements s'impose avec acuité. Les manifestations se sont étendues à l'ensemble des 31 provinces iraniennes et les estimations évoquent le bilan humain compris entre 2000 et 20 000 victimes au cours des dernières semaines. Cette réalité renvoie toutefois à l'engagement pris par Trump lors de son arrivée à la Maison-Blanche, éviter d'entraîner les États-Unis dans de nouveaux conflits armés. Dans ce contexte, quelles sont, sur le plan de la politique intérieure, les principales réticences, contraintes et préoccupations auxquelles le président Trump est confronté ? Merci Marc. Nous sommes ravis d'accueillir Ramesh parmi nous pour cette séquence. Permettez-moi de revenir à l'idée centrale. Quelle est aujourd'hui la perception de l'Américain moyen face aux informations en provenance d'Iran ? La majorité des citoyens américains est consciente du caractère autoritaire du guide suprême et le considère comme une menace, non seulement pour les États-Unis, mais également pour leurs alliés. Par ailleurs, la société américaine est profondément attachée aux valeurs de démocratie et de liberté. Ainsi, lorsque des manifestants descendent pacifiquement dans les rues et se heurtent à une répression armée faite de morts, de tortures et d'arrestations, cela suscite naturellement un élan de solidarité au sein de l'opinion publique américaine. La véritable question, comme je l'ai souligné, porte sur l'ampleur que pourrait prendre ce soutien. Le président Trump adopte un ton ferme lorsqu'il évoque l'usage de la force et d'autres options, ce qui s'inscrit probablement dans une stratégie de pression. On peut débattre de la pertinence de cette approche, mais il demeure très mesuré lorsqu'il est question d'un déploiement de troupes terrestres en Iran. Les Américains sont pleinement conscients des risques qu'impliquerait une telle décision, en particulier après 2 décennies d'engagement militaire en Irak, pays voisin de l'Iran. Beaucoup estiment d'ailleurs que cette présence prolongée n'a pas produit de résultats à la hauteur des sacrifices consentis. Tout à fait exact. Je vous remercie, Chris. Avant de poursuivre notre échange, je vous propose de suivre le récit suivant. La résurgence des tensions entre Téhéran et Washington ravive les interrogations quant à la capacité du régime iranien à absorber une éventuelle frappe américaine dans un environnement intérieur et régional marqué par une complexité croissante sur le plan sécuritaire. Les États-Unis disposent d'une supériorité incontestable tant en matière de puissance aérienne et navale que de déploiement militaire dans le Golfe et plus largement au Moyen-Orient, sans compter leur avance déterminante dans les domaines du renseignement et des technologies de pointe. Si une intervention devrait survenir, elle serait vraisemblablement ciblée et circonscrite, visant des installations sensibles liées au programme nucléaire iranien ou aux infrastructures militaires du corps des gardiens de la Révolution, sans pour autant dégénérer en conflit généralisé. En réponse, Téhéran mise sur une stratégie de dissuasion asymétrique fondée sur un réseau d'alliés régionaux, des capacités balistiques et divers leviers de pression sur les voies maritimes stratégiques, en particulier le détroit d'Ormuz. Toutefois, l'efficacité de ces instruments demeure relative face à une action américaine concentrée, laquelle pourrait en outre provoquer une mobilisation internationale accentuant l'isolement politique et économique de l'Iran. Sur le plan interne, le pays est confronté à une crise économique profonde, à une pression sociale persistante et à des mouvements de contestation révélateurs d'une érosion progressive de la légitimité du pouvoir. À l'échelle internationale, il subit parallèlement un durcissement sans précédent du régime de sanctions réduisant considérablement ses marges de manœuvre diplomatiques. D'un point de vue stratégique, les décideurs américains savent que l'objectif n'est pas nécessairement de renverser le régime par la force, mais plutôt d'alourdir le coût des choix de Téhéran à un niveau susceptible d'affaiblir sa cohésion interne. De leur côté, les autorités iraniennes sont conscientes qu'une confrontation militaire élargie pourrait constituer un coup fatal, survenant à un moment de vulnérabilité historique. La question centrale soulevée ici est donc la suivante. L'Iran est-il aujourd'hui en capacité d'absorber une nouvelle frappe militaire ? Nous avons déjà vu, Norman, comment le déploiement de missiles Tomahawk et de bombardiers américains B-2 pourrait permettre de neutraliser des installations nucléaires stratégiques, à l'image de ce qui s'est produit lors du conflit de 12 jours, au cours duquel les États-Unis et Israël ont largement démantelé les systèmes de défense aérienne iraniens. Il ne fait guère de doute que Washington dispose des moyens nécessaires pour frapper l'Iran avec une rapidité et une efficacité considérables et que l'option militaire reste clairement sur la table.
Dès lors, selon vous, quels seraient les seuils critiques ou les lignes rouges susceptibles de conduire Trump à ordonner une intervention armée contre Téhéran? Je pense qu'il convient de faire preuve de retenue dans toute description publique d'éventuels scénarios d'intervention, dans la mesure où l'Iran cherche précisément à en anticiper les contours. Il est néanmoins légitime d'affirmer que le président Trump dispose de capacités étendues pour observer le comportement iranien, coordonner la communication avec les partenaires régionaux et suivre les déplacements des moyens militaires américains susceptibles d'être détectés par Téhéran. L'Iran est pleinement conscient de son incapacité à soutenir une confrontation directe. Ses capacités militaires demeurent largement inférieures à celles des États-Unis. Certes, les forces iraniennes font preuve de professionnalisme et mesurent l'ampleur de la puissance américaine, mais elles ne sauraient rivaliser avec la supériorité technologique de Washington. Leur survie stratégique suppose donc une modification de leur posture. Les États-Unis, pour leur part, sont en mesure de surveiller étroitement les mouvements militaires iraniens et de réagir avec célérité à toute initiative imprudente visant leurs forces dans la région. Enfin, il convient de préciser que le redéploiement des troupes ordonné par le président Trump visant avant tout à signaler son absence de volonté d'embraser un conflit régional. Ramesh, quels sont finalement les enjeux majeurs de cette séquence? Si l'on se réfère à la manière dont Donald Trump a abordé le dossier vénézuélien, en déléguant largement la gestion à la vice-présidente, peut-on envisager au sein du régime iranien l'émergence d'une figure plus modérée, ou du moins porteuse d'une ligne davantage compatible avec les attentes de Washington? N'avons-nous pas déjà tenté cette approche pendant de longues années? Plusieurs administrations ont successivement cherché à identifier des courants réformateurs, nourrissant l'espoir d'un changement interne. Mais chaque ouverture s'est heurtée à une hostilité croissante de la part du régime iranien. Comme je l'ai souligné, la véritable alternative émergera des rues d'Iran. Lorsqu'il est question de rapport de force sur le terrain, il faut rappeler qu'une confrontation est déjà engagée entre le peuple iranien et ses dirigeants. Notre responsabilité consiste avant tout à aider les Iraniens à rétablir leur accès à Internet et à leur apporter un soutien plus résolu. Une action militaire dépourvue de perspectives politiques ne saurait, à elle seule, provoquer la chute du régime. Le peuple iranien ne réclame ni intervention étrangère, ni financement extérieur, ni un changement de régime imposé sur le modèle irakien. Il affirme déjà son droit à transformer son propre destin. Il nous revient simplement de lui fournir un appui politique clair et les moyens nécessaires, notamment en matière de connectivité, afin de lui permettre de communiquer librement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays et de mener à bien son combat. Effectivement, attardons-nous sur cette dimension. L'éviction de Maduro s'inscrivait en partie sur une logique énergétique étroitement liée aux ressources pétrolières du Venezuela. Aujourd'hui, l'Iran produit environ 3,5 millions de barils par jour, à un niveau qui pourrait connaître une hausse significative en cas de levée des sanctions. Dans un tel contexte, son économie sera en mesure de se rapprocher de celle des États du Golfe comme l'Arabie Saoudite, Bahreïn ou d'autres partenaires régionaux. Alors, comment cette perspective s'intègre-t-elle dans la vision stratégique de Donald Trump? S'agit-il à ses yeux d'injecter davantage de pétrole sur les marchés mondiaux afin de contenir le prix de l'énergie, tout en soutenant la croissance économique par une augmentation de l'offre? Il convient de rappeler que les États-Unis demeurent le premier producteur mondial de pétrole et que l'initiative du président à l'égard du Venezuela a contribué à accroître l'offre sur les marchés internationaux. Par ailleurs, l'administration Trump n'a pas adopté une ligne particulièrement offensive pour interrompre les exportations pétrolières iraniennes vers la Chine, lesquelles représentent près de 90% des ventes de brut de Téhéran. Il importe de souligner qu'en cas d'impossibilité d'exporter son pétrole, l'Iran chercherait vraisemblablement à perturber l'ensemble des flux énergétiques du Golfe, ce qui pourrait précipiter une confrontation régionale si les États-Unis tentaient alors de rétablir la libre circulation maritime. Dès lors, il ne s'agit pas essentiellement d'un différend lié au pétrole. Ramesh, pourriez-vous nous aider à comprendre la réalité vécue aujourd'hui par les familles iraniennes et l'état d'esprit qui les anime, en particulier lorsque certains de leurs proches ont récemment participé aux manifestations? Comment cette épreuve se traduit-elle dans leur quotidien? Selon vous, quel message souhaitent-elles entendre à l'adresse des États-Unis, du Maroc et plus largement de la communauté internationale?
You know, the brutality that the Iranian regime has unleashed on the protesters and their relatives and their loved ones is just an example of yet another ongoing crimes against humanity. La violence déployée par le régime iranien à l'encontre des manifestants, de leurs proches et de leurs familles constitue une nouvelle illustration des crimes répétés commis contre l'humanité. Selon plusieurs rapports, près de 3000 personnes auraient perdu la vie, 50 000 autres auraient été arrêtées et des millions de blessés. Des éléments du corps des gardiens de la Révolution auraient même pris d'assaut des hôpitaux afin d'interpeller, voire d'exécuter des manifestants soignés. Les informations fragmentaires parvenant de l'intérieur du pays font également état de blessés achevés dans la rue par un tir à bout portant, ce que l'on qualifie de coup de grâce. Telles sont les scènes, telle est la souffrance endurée aujourd'hui par les familles iraniennes et elles ne sauraient être minimisées. Certaines d'entre elles, cherchant simplement à récupérer les corps de leurs enfants, se voient contraintes soit de verser des sommes pouvant atteindre 3 à 4 000 $, soit de signer des déclarations affirmant que leur fils ou leur fille appartenait à la milice Basij et aurait été tué par des manifestants. So again, we're seeing the regime in the brutal way how they are flipping the narrative to their own advantage as well as Une fois encore, le régime impose brutalement sa propre narration tout en poursuivant la commission d'atrocités. Ce message doit être relayé à l'échelle internationale. Il appelle une condamnation plus ferme, une responsabilisation effective et l'ouverture d'enquêtes sur des auteurs de ces crimes. À cet égard, l'appel du président Trump à identifier publiquement les responsables prend tout son sens. Ce que réclament avant tout les familles endeuillées, c'est la justice et la reddition de comptes pour ces assassinats. D'autant que le régime impose à ces familles le paiement de sommes considérables pour pouvoir récupérer les dépouilles de leurs proches. Et ce, alors même que le pays traverse une crise économique d'une extrême gravité, tandis que les autorités iraniennes prétendent accorder l'équivalent de 7 $ par mois aux citoyens irano-américains, dans l'illusion d'apaiser les tensions. Pouvez-vous nous éclairer sur la situation actuelle des Irano-Américains? Que font-ils pour soutenir et venir en aide à leurs compatriotes en Iran? You're right. It is outrageous how the Iranian regime is responding. It's an insult. Vous avez raison, la réaction du régime iranien est à la fois indigne et profondément révoltante. Le peuple iranien ne réclame pas une aide financière symbolique, mais aspire à l'avènement d'une république laïque et dénucléarisée une fois ce régime renversé. C'est précisément dans cette perspective que s'inscrivent aujourd'hui les actions des Irano-Américains qui organisent quotidiennement des rassemblements devant le Congrès, des veillées à la bougie face à la Maison-Blanche et multiplient les initiatives de sensibilisation afin de faire comprendre les véritables aspirations du peuple iranien. Ce dernier appelle à la démocratie ainsi qu'à l'instauration d'un État laïque et non nucléaire. Il importe donc de veiller à ce que cette voix soit clairement entendue à Washington. Very true. Okay, thank you, Ramesh. You know, we've talked a lot about the difficulties of hardball politics of the. Absolument, je vous remercie Ramesh. Alors après avoir évoqué la situation en Iran, tournons-nous maintenant vers le sport et les impératifs de sécurité qui l'accompagnent. Le Maroc s'est affirmé sur la scène internationale, non seulement par la qualité de son football, mais aussi par sa capacité à organiser des compétitions de grande envergure avec un professionnalisme largement reconnu. À l'approche d'événements sportifs majeurs, notamment dans le cadre de son engagement au sein de la FIFA, les investissements réalisés dans les stades, les infrastructures de transport et les équipements sont particulièrement visibles. Mais le véritable défi dépasse largement la seule dimension matérielle. Les grandes compétitions sportives contemporaines exigent un niveau élevé de coopération sécuritaire et un partage étroit d'informations entre États et partenaires afin de garantir le bon déroulement de ces événements. Norman, abordons cette question sous l'angle de la sécurité nationale. Alors que les États-Unis accueilleront la Coupe du Monde de football cet été et que le Maroc sera l'hôte de cette compétition en 2030, quels mécanismes de coordination doivent être mis en place entre les services de renseignement et les forces de l'ordre pour assurer la sécurité de ces grands rendez-vous? Les organisations terroristes comme les États hostiles perçoivent les grandes manifestations sportives internationales comme des occasions propices pour porter atteinte aux économies nationales, ternir l'image des pays hôtes, cibler leurs responsables et provoquer un climat de panique à grande échelle.
Afin de prévenir de tels scénarios, les services de renseignement sont amenés à conduire certaines des opérations les plus complexes de leur histoire, déployées simultanément dans les nombreuses villes accueillant ces événements. Ces dispositifs surpassent souvent par leur ampleur et leur sophistication toute autre mission à laquelle ils ont pu être confrontés. Ces opérations mobilisent généralement un grand nombre de pays au sein de mécanismes de coopération particulièrement élaborés et intensifs. Elles exigent un investissement considérable en temps et en ressources, mais sont mises en œuvre de manière régulière avec un degré d'efficacité remarquable. Le Maroc s'est imposé au fil des années comme un partenaire exemplaire dans la coopération sécuritaire liée à ce type de manifestation. Et je suis convaincu que sa collaboration avec les États-Unis, tout comme l'organisation de la prochaine Coupe du Monde, se traduira par un succès majeur. Chris, vous étiez présent lors de la Coupe du Monde à Doha et vous avez pu observer de près les dispositifs de sécurité mis en place à cette occasion. Alors pouvez-vous partager avec nous votre expérience et nous expliquer en quoi ces enseignements pourraient être utiles à l'organisation et à l'accueil de la Coupe du Monde aux États-Unis puis au Maroc plus tard dans la décennie? Permettez-moi d'évoquer une expérience personnelle vécue sur place. J'ai assisté à la rencontre opposant les sélections américaines et iraniennes et j'y ai vu des milliers de supporters iraniens et américains réunis autour d'une même passion sportive. À aucun moment il n'a été question de politique ou de différends bilatéraux. Les spectateurs échangeaient des sourires, partageaient des moments de convivialité et encourageaient leurs équipes respectives. C'est là une forme de diplomatie mondiale, exercée à un niveau profondément humain et populaire, sans doute l'une des plus belles expressions du pouvoir fédérateur du sport. Je suis convaincu que ce type d'interaction se produira lors des compétitions de la FIFA que le Maroc s'apprête à accueillir. Ces enseignements revêtent aujourd'hui une importance particulière à l'approche de la Coupe du Monde qui se tiendra cet été aux États-Unis. Le Maroc accueillera lui aussi ce rendez-vous planétaire aux côtés de nations et de cultures diverses, mais une constante demeure, la réussite de tels événements repose sur une coopération étroite et discrète, engagée bien en amont du premier coup de sifflet. Le football, dans ce qu'il a de plus noble, dépasse largement le cadre du sport. Il devient une forme de diplomatie sans parole, une unité sans traité, et un facteur de stabilité né d'une expérience collective, protégée par des États agissant avec responsabilité, esprit de partenariat et respect mutuel. C'est ainsi que se construit la confiance indispensable à l'édification d'une paix durable. Je tiens à remercier chaleureusement nos invités pour la qualité de leurs analyses, Norman Rule, le docteur Ramesh Seperad, le docteur Bill Michael ainsi que notre chroniqueur Chris Lapetina. Mes remerciements vont également à nos correspondants Shorouk Diab et Adel Dassouki à la Maison-Blanche. Une mention particulière, enfin, à toute l'équipe de production sous la direction de notre réalisateur Mohamed Saïd El-Wafi. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission depuis Washington. Of Men, Washington. Thank you very much.